Société, droit et liberté avec Frédéric Bérard à C'est jamais pareil. Je ne sais pas comment il a vécu sa soirée électorale, mais on est avec lui pour revenir justement sur les résultats et les conséquences de cette élection. Frédéric Bérard, salut. Salut. J'ai fait le décompte depuis 2004, en fait, depuis 21 ans. C'est le 6e gouvernement minoritaire élu au Canada. Qu'est-ce que ça révèle sur nos pratiques démocratiques? Et est-ce que je me demande si on est pris dans un cercle vicieux? C'est une bonne observation parce que pendant les années 40, 50, 60, il y avait une alternance entre les libéraux, les conservateurs. Par la suite, dans les années, même un petit peu avant, le NPD est arrivé et, bon, évidemment, le NPD n'a jamais pris le pouvoir, mais on avait l'habitude des gouvernements majoritaires habituellement. Il y a eu un minoritaire de Lester B. Pearson, il y en a eu un de Pierre Trudeau au début des années 70, mais pour le reste, c'était très, très, très habituellement majoritaire, les années 80, 90, début 2000. Et tu as raison de le souligner. Il y a une culture maintenant, une culture du minoritaire en quelque sorte. Et est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Moi, je pense que nécessairement, ça témoigne d'une volonté de la population de partager le pouvoir. Peut-être qu'on ne fait pas confiance à 100% à tel ou tel politicien, puis on dit, OK, on va lui donner les clés de la voiture, mais on va s'asseoir derrière pour s'assurer qu'il fasse pas de bêtises. Donc, il y a clairement un peu de ça ici. Ce qui est particulier, par contre, dans le cas qui nous occupe, c'est qu'avec les menaces trumpistes, les tarifs, les menaces d'annexion, on aurait pu penser que le Canada ait souhaité se doter d'un gouvernement majoritaire pour faire face aux dites menaces. Clairement, c'est pas ce qui est arrivé, donc peut-être qu'on retournera en élection d'ici un an et demi. Et on a fait, bien sûr, la manchette en mentionnant que les libéraux ont passé tout près d'une majorité à 3 sièges. Est-ce qu'il y a des règles constitutionnelles ou encore des lois qui empêchent maintenant, on devine qu'il y aura peut-être des coups de téléphone, des courriels, des rencontres pour peut-être inviter des députés élus sous d'autres bannières à passer de l'autre côté? Est-ce que c'est interdit de faire ça? Non, c'est pas interdit, même que la pratique parfois le permet. On se souviendra quand les libéraux étaient allés chercher Belinda Stronach à l'époque, elle avait même nommé ministre. Il y a des jeux de tractation qui sont très fréquents, mais qui ont une certaine limite. Et la limite, c'est celle-ci, c'est de savoir est-ce que moi, si je me suis présenté sous la bannière, disons, conservatrice, si je traverse la chambre, comme le veut l'expression, qu'est-ce que mes électeurs vont penser, là? Parce qu'il y a une majorité, c'est démontré en sciences politiques, il y a une grande, grande majorité d'électeurs qui votent non pas pour le candidat, mais bien pour le parti. Or, quand on traverse la chambre, un instant, il y a un électorat qui pourrait se mettre en grogne pour une prochaine et se dire, moi, je me rappelle de toi, j'avais voté pour les conservateurs, tu t'es rangé du bord des libéraux, attention, la prochaine élection, fais-moi confiance, on va voter contre toi, tu peux être certaine. Donc, c'est certain que ces politiciens-là pensent aux répercussions, aux conséquences que ça peut avoir, mais à ta question, est-ce que ceci est interdit par une règle quelconque? La réponse, c'est non, au grand contraire. Et pendant qu'on votait, nous, lundi, il y a eu de l'action sur les réseaux sociaux, notamment Donald Trump. Vous allez me dire qu'il le fait toujours. Mais il a tweeté sur son réseau social Truth Social par rapport à l'élection. Et pas seulement en disant « bonne élection, allez voter Canadien ». Non, il en a ajouté, comme il en a l'habitude, avec des commentaires revenus encore sur ces vieilles rengaines de 51e État et beaucoup d'influence. Est-ce que ce qu'il a fait, Donald Trump, c'est considéré comme de l'ingérence? C'est clairement de l'ingérence et là, il faut savoir deux choses. L'ingérence au sens, comment je dirais, diplomatique, c'est peut-être pas la fin du monde, c'est pas très courtois, ce n'est pas élégant, c'est pas souhaité ni souhaitable, mais ça existe et c'est, comment je dirais, permis par le droit international. Par exemple, je sais pas moi, Jean Chrétien avait dit Jacques Chirac a autant de chances d'être élu président de la France que le Québec a de chances de devenir souverain. Or, Jacques Chirac a été élu quelques semaines plus tard, ça c'est une autre histoire. Est-ce que ça c'était de l'ingérence de Chrétien? Oui, évidemment, mais c'est pas de l'ingérence qui est considérée comme étant problématique au sens légaliste du terme. Par contre, le commentaire de Trump lundi encore, et puis c'est pas la première fois qu'il parle d'annexion, là, je veux dire, c'est très, très, très fréquent, même il y a de ça quoi une dizaine de jours, sa porte-parole à la Maison-Blanche avait relancé le message que le Canada devrait devenir le 51e État et que l'administration Trump va conserver la même idée. Or, le message de Trump lundi
Ça, à mon sens, non seulement c'est de l'ingérence, mais c'est de l'ingérence qui est contraire au droit international, notamment au statut de Rome. Pourquoi? Ben parce que c'est une ingérence qui touche l'intégrité territoriale d'un autre État. Et là, ça devient problématique, essentiellement. Pourquoi? Parce que le droit international protège la souveraineté nationale de chacun des États qui est reconnu par l'ONU, par le droit international, donc. Et de ce fait-là, quand Trump nous dit, ben, là, allez voter pour celui qui va s'assurer là, de baisser vos impôts, vous allez avoir plus d'armées, plus ci, plus ça. On avait l'impression même qu'il parlait de lui. Là, c'est un peu comme si dans sa tête, son nom était sur le bulletin de vote. Ben là, clairement, ça, c'est de l'ingérence qui devrait être bannie, tout comme d'ailleurs les menaces tarifaires, des menaces économiques, des menaces commerciales. Ça aussi, c'est considéré comme interdit par le droit international. Mais je te dirais pas un scoop, je crois pas que le droit international empêche Donald Trump de dormir, Frédéric. Alors, c'est effectivement pas un scoop, on est d'accord là-dessus. Alors, parlant d'ingérence, est-ce que aussi les sorties, ou encore on sait que c'est pas le grand amour entre le Parti conservateur du Canada et les conservateurs de l'Ontario de Doug Ford, est-ce que Doug Ford a peut-être dépassé la ligne pendant cette campagne? En fait, ce qui est particulier, hein, c'est quand tu as quelqu'un de ta propre famille politique qui s'éloigne ou qui te lance pratiquement des roches, ça oui, c'est particulier. Est-ce que c'est de l'ingérence au sens sémantique du terme? La réponse est oui. Sauf qu'ici encore, il n'y a pas de problème autre qu'un problème peut-être de courtoisie ou de loyauté. Hein, parce que dans une fédération, un chef de parti ou un premier ministre provincial peut très bien dire, François Legault l'a déjà fait, il dit allez voter pour les conservateurs. Bien, clairement que c'est de l'ingérence aussi, mais est-ce qu'on permet celle-ci dans l'optique où ça s'inscrit dans dans une dynamique politique classique? Ça, il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus sur le volet, je le répète, légaliste, le problème du droit international violé, que là, on a à se poser des questions. Bon, et je termine la chronique en m'adressant au professeur en droit. En fait, pour revenir brièvement sur le procès de Julie Dufour qui s'est déroulé la semaine dernière devant, bien sûr, à la suite de ces accusations pour manœuvre électorale frauduleuse. Maintenant, le juge doit prendre ça en délibéré, voir un peu ce qui a été présenté devant lui et revenir sur le principe de démontrer ou encore de trancher le fameux hors de tout doute raisonnable. Juste nous rappeler la définition et qu'est-ce que ça implique? Ben, l'hors de tout doute raisonnable, hein, c'est un principe qui est cardinal en droit criminel anglais, en droit criminel canadien aussi, par la force des choses. Et ce que ça veut dire, ça veut pas dire que le juge, avant de condamner l'accusé, doit être convaincu à 1000% que c'est lui ou que c'est elle qui a commis l'infraction reprochée. Il doit seulement, ce qui est quand même beaucoup, là, doit seulement être convaincu qu'il n'y a pas de doute raisonnable que ça ne puisse pas être cette personne-là ou pas de doute raisonnable qu'elle ne l'a pas fait. Là. Je parle avec des négatives, là, mais j'espère que tout le monde me comprend bien. Dans l'optique où, s'il y a un doute qui est minime, je ne suis pas convaincu que c'est lui, mais mon doute il est pas si solide que ça. À ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il devra condamner l'accusé. Si, par contre, il dit j'ai un doute, puis mon doute, là, il est clairement raisonnable. Et quand on parle de la raisonnabilité, hein, il y a un volet subjectif, ce que le juge ressent, parce que le juge de première instance, comme c'est le cas dans le procès de Mme Dufault, le juge de première instance, il a évalué la preuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a écouté des témoins. Ça veut dire qu'il a lu des affidavits. Puis là, il essaie de voir qui dans la gang me dit vrai, puis qui dans la gang essaie de m'en passer une vite. Et évidemment, souvent, ce n'est pas tout blanc ou tout noir, hein, il y a des zones grises. Donc, l'hors de tout doute raisonnable, c'est ce que ça veut dire. C'est est-ce que le juge est convaincu que, bref, tu auras compris ce que je suis en train de dire. Et sinon, évidemment, il devra procéder à l'acquittement. C'est un seuil qui est élevé, c'est le plus élevé en matière de preuve, mais on ne s'attend pas non plus à ce que la preuve soit faite à 100%. Et une mini-question là-dessus, on comprend que c'est le travail des juges, mais à la lumière de ton expérience que tu observes, est-ce que la population, nous les citoyens, on comprend bien ce principe du hors de tout doute raisonnable? C'est difficile. Il faudrait faire une étude, peut-être qu'il en existe et je ne les connais pas. Mais c'est un principe cardinal du droit criminel et puis c'est un peu normal, pour pas dire très normal. En tout cas, moi, je suis à l'aise avec ce concept-là. Pourquoi? C'est parce qu'avant de vous condamner au criminel, souvent, il y a des conséquences très, très lourdes. Hein. Ça peut aller jusqu'à l'emprisonnement pour X années. On veut s'assurer que le système de justice soit
convaincu du fait qu'il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Ce qui, oui, c'est un billet pro-accusé, essentiellement. Oui, parfois, il peut y avoir peut-être des abus, parfois peut-être des dérapages, mais de manière générale, je pense que c'est un principe qui fonctionne très bien et puis qui est nécessaire si on souhaite, évidemment, s'assurer qu'on ne condamne pas des innocents. Ben, je t'assure que cette chronique était pertinente, hors de tout doute raisonnable, Frédéric Bérard. En parlant de condamner des innocents, je pourrais me sentir visé. Voilà. Bonne semaine, Frédéric. Salut, à bientôt. Bye-bye. 8h31 aux informations régionales.